parler de films japonais underground, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, c'est du cinéma indépendant, c'est un truc de fou, c'est waouh. Il faut vraiment avoir le cœur bien accroché pour pouvoir regarder ça. Ça a commencé en 1985, si je me trompe pas. C'est ça, c'est 6 petits films en fait, 6 moyens métrages, vraiment trash hardcore. C'est hyper violent, une ambiance voulue hein, assez malsaine. C'est la série de films qui s'appelle Guinea Pig. Voilà, c'est terrible. C'est vrai qu'en plus, c'est un film vraiment qui a une réputation. Il y a pas mal de gens qui connaissent sans avoir vu le film, tellement la réputation est, j'allais dire mauvaise, mais non, tellement la réputation est horrible de ces films. Je sais pas comment ils ont fait. Ce sont des films vraiment à petit budget. Hein. C'est de l'underground, des films punk en quelque sorte, hein, mais qui ont des effets spéciaux assez incroyables. Ils ont mis la barre assez haut, à tel point qu'il y a une anecdote, alors je sais pas si c'est une légende mais une anecdote, Charlie Sheen aurait vu un des films, il a vu le film le plus horrible, Flowers of Flesh and Blood, il aurait vu ce film, il aurait prévenu les autorités pour dire que c'était un stuff movie, quoi, que c'était horrible et qu'il y avait un meurtre qui avait été filmé. Voilà, donc non, je vous rassure, monsieur Charlie Sheen, bon, il doit le savoir depuis, c'était bel et bien un film et pas un snuff movie. Les Guinea Pig seraient inspirés du travail d'un artiste que j'adore. Et ça, je l'ai appris dans cette interview magnifique. Il y a une interview donc de Hideshi Inno, qui est un dessinateur de manga japonais. Et dans la revue Atom, ils l'ont interviewé et ils sont revenus en fait sur l'histoire de Guinea Pig, entre autres, hein, parce que voilà, bon, c'est un magazine vraiment que j'adore avec des illustrations magnifiques. Regardez, je vais vous montrer les images qu'il y a lors de l'interview. Voilà, regardez, un magazine toujours très bien illustré, richement illustré si je peux dire. Donc là on a un super interview de cet artiste que j'adore, qui a fait voilà, l'enfant insecte. J'adore ça là, oh là là, l'enfant insecte, c'est très touchant comme histoire, très dur. Et je voulais vous préciser donc que ce superbe magazine rempli d'interviews est réalisé par Fausto. Fausto qui est le rédacteur de Mad Movies. Et oui, bravo à lui pour ce superbe magazine. C'était assez marrant. Et donc ce Hideshi Inno, c'est un artiste qui fait des mangas hyper violents, assez hardcore. Là on a notamment donc l'enfant insecte, qui est un roman que j'ai adoré. Regardez ces dessins qu'il fait avec les yeux ronds toujours. Ce qu'il y a, c'est que ce sont des personnages en fait qui font très cartoon. Quand on regarde comme ça, ça peut sembler voilà, ça nous détache un peu de l'horreur. C'est des dessins très ronds, très mignons, très cartoon, mais il arrive des choses vraiment horribles. C'est plein souvent de désespoir. Ces histoires-là, c'est un petit garçon qui est rejeté par tout le monde, qui commence à se transformer en insecte et plus personne ne va en entendre parler, il se retrouve à être seul, à habiter dans les égouts, il lui arrive des choses horribles, il se transforme. D'ailleurs, il y a un lien, ça fait penser un peu à La Mouche de David Cronenberg. Il se transforme, c'est l'histoire de la mutation d'un petit enfant en insecte. C'est très dur et c'est toujours très violent là. Panorama de l'enfer aussi, un de ces mangas cultes, très dur, avec des scènes assez hardcore. Et donc en fait tout ça pour vous dire, c'est toujours très sanglant, même l'imagerie là est assez dure. Hideshi Inno a apparemment inspiré les Guinea Pig, le producteur de cette série de films, enfin ils en étaient au premier film. Et donc apparemment s'inspirer de son travail en fait pour réaliser ces vidéos horribles. Et il s'est dit, ah ben on est fan de cet auteur, on va lui proposer qui réalise un film, un des films de l'anthologie. Et il a accepté, parce qu'en fait dans l'interview, on apprend dans ce superbe interview, on apprend qu'il a toujours été fan de cinéma, qui faisait pas mal quand il était plus jeune de storyboard. Voilà, il aurait aimé réaliser. Et là il s'est dit, bon ben, on me propose de faire ça, même s'il y avait un petit budget, c'était dans des conditions un peu dures, hein. Et puis aussi, c'était ouais, pas évident de mettre en image, comme il explique, ce qu'il avait en tête. Il a quand même accepté, il a relevé le défi et il s'est retrouvé à réaliser 2 sketchs. Bon, il se trouve qu'il a réalisé un des sketchs les plus horribles. Il explique dans l'interview que même lui, il regrette ce film maintenant. C'est un sketch horrible, c'est le fameux sketch que Charlie Sheen a vu, où en fait une femme se fait kidnapper, elle se fait torturer et démembrer. On a tout ça là filmé, c'est dans une pièce comme ça, et les effets spéciaux sont tellement bien que c'en est même gênant après quand on le regarde, on a envie un peu de passer. C'est vraiment hardcore, mais voilà, à l'époque il voulait faire ça, il pensait pas que ce serait aussi que le rendu final et tout du film serait aussi violent. Mais il se trouve qu'il a fait un autre film après qu'il préfère, Mermaid in a Manhole. En fait c'est un peintre qui trouve dans les égouts une sirène.
Et ce qui est horrible, c'est que cette sirène est malade. On le voit dès le début qu'elle est pas bien. Elle est un peu là, on dirait qu'elle est brûlée. En fait, le peintre la récupère chez lui et lui propose de la peindre. Sauf que malheureusement, au fur et à mesure, alors bon, il a installé une baignoire. Il la met dans une baignoire comme ça, là, dans son atelier de peinture. Elle est dans la baignoire, sauf que malheureusement, elle est malade, cette sirène, et elle va se désagréger. Elle va chaque jour, elle va être recouverte de croûte, de pus. Et ce qui est étonnant, c'est que le peintre, en fait, utilise son pu, utilise son sang en fait pour faire sa peinture, pour faire son portrait, voilà. C'est assez original, hein, je vais vous dire, c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre d'histoire, mais c'est dur à voir, quoi, de voir cette sirène se désagréger. Bah, c'est presque on aurait l'odeur de la puanteur à travers le film. Et pour rajouter à la légende, et apparemment en plus c'est pas une légende de cette fameuse anthologie de films, la police a retrouvé une des cassettes de Guinea Pig chez un serial killer. Donc ça n'a pas fait bonne réputation à cette série d'anthologie parce que ça a été, après c'est sorti dans la presse. Tout le monde en a parlé du fait que voilà, le tueur avait une cassette de Guinea Pig. Donc du coup peut-être que ça en a rajouté à l'aura de ces films, hein, ça fait toujours des choses à raconter, mais sur le coup, les producteurs et notamment Hideshi Inno n'ont pas été enchantés par cette nouvelle. Hideshi Inno, il disait que ça l'avait un peu grillé dans le milieu du cinéma au Japon. En plus, les policiers avaient dit que c'était un des sketchs donc de Hideshi Inno qui avait été retrouvé, un des sketchs les plus terribles, celui qu'il avait fait de la femme qui se faisait démembrer, mais il se trouve qu'en fait c'était une autre cassette de Guinea Pig. Enfin bon, voilà, donc qui rajoute un peu du piquant et du salé à cette anthologie de films pas comme les autres. Mais dans le lot, donc il y en a qui sont assez, assez marrants, assez humoristiques, notamment un qui lorgne du côté de la Troma. Il a vraiment le style Troma parce que Troma c'est toujours humoristique, souvent avec des fonds, il y a du fond quand même dans les films de la Troma, ça traite de sujets de société, mais c'est toujours très trash, très gore. Et là c'est drôle et gore, ça s'appelle Devil Doctor Woman, et c'est plein de petits sketchs en fait avec un docteur hardcore qui soigne les patients des fois de manière peu orthodoxe, je dirais. Ensuite, on a He Never Dies. On voit l'histoire d'un salariman japonais, en fait, qui a une vie un peu monotone. Ça va pas, il est un peu dépressif et il veut en finir, quoi. Il veut se suicider. Sauf qu'il s'aperçoit qu'il ne peut pas mourir. Voilà. Donc à partir de là, il y a des scènes dégueulasses. Il y a des scènes vraiment bien faites. Hein. Je comprends que les gens à l'époque étaient choqués. À un moment, il y a une scène où il a un cutter. En fait, il y a un gros plan de son bras. On voit presque les bras bouger. C'est très bien fait. On voit les bras bouger, mais on voit le cutter qui rentre comme ça. Il se coupe. J'ai pas pu trop regarder, j'ai un peu avancé, mais les effets spéciaux étaient vraiment très bons. Et après, voilà, il y a quand même de l'humour. Mais des fois, on est choqué. Je pense la première fois que j'avais vu ces films, il y a très longtemps, il y a 10 ans, j'étais tellement choqué que l'humour, je le voyais pas. En le revoyant une deuxième fois maintenant, j'ai aperçu des touches d'humour. Notamment à la fin, là, l'homme qui veut se suicider, il essaye à un moment il se coupe un bras, il en a marre, il est toujours vivant et tout, et en fait le film finit, on voit sa tête posée sur la table, et il dit je me suis jamais senti autant en forme, en fait, après sa cabotine, il y a la tête sur la table qui parle comme ça. Il y a 3 DVD qui sont sortis, donc vu qu'il y a 6 films et 3 DVD, il y a 2 films par DVD. Il faut avoir le cœur bien accroché, il faut avoir envie de voir des films hardcore, underground, et si c'est le cas, vous pouvez y aller. Pour rester dans le genre underground, maintenant on va rester en France, en fait avec un film pareil que j'ai découvert, je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert ça chez mon cousin qui l'a en VHS. C'est assez beau visuellement, avec un petit côté brillant, là il y a du vernis sélectif, là, brillant. C'est Adrénaline, voilà. Adrénaline, d'ailleurs, on voit que la cassette est, regardez, sponsorisée par Mad Movies. Je n'en avais jamais entendu parler. Sacré claque, en fait, c'est un film à l'esprit punk, quand même, la façon dont c'est réalisé, l'esprit des sketchs, le ton, c'est vraiment underground punk. C'est le premier mot qui me vient. En tout, il y a 13 courts-métrages. Voilà, 13 courts-métrages, je crois qu'il y a à peu près 5-6 réalisateurs qui ont réalisé ces 13 courts-métrages. Et c'est vraiment, c'est un ride, quoi. Vous commencez et tous les sketchs s'enchaînent.
Alors je vais pas vous en citer trop parce que je vous conseille de le voir. Alors le film, la seule façon que j'ai trouvé de le voir, si vous n'avez pas de magnétoscope et si vous n'avez pas la cassette, après il faut la trouver d'occasion, mais c'est sur YouTube. Voilà, le film est sur YouTube. Donc de toute façon on ne peut pas le trouver légalement. Enfin je ne l'ai pas trouvé légalement. Donc allez-y, hein, si vous êtes curieux, allez le voir sur YouTube, ça vaut le coup. Adrénaline. Donc pour vous teaser un petit peu, je vais vous donner 2-3 sketchs. Il y a un sketch, un des premiers, je crois si ce n'est le premier, que j'ai trouvé très très sympa. C'est une femme qui est chez elle et tout d'un coup elle se rend compte en fait qu'il y a le plafond qui commence à rétrécir. Voilà, elle est prise panique et toi elle dit mais qu'est-ce qui se passe, je rêve ou quoi? Et au fur et à mesure, et tout le sketch ça va être ça. Au tout début, là, elle va vous rouvrir la fenêtre, mais trop tard. Le plafond est arrivé au niveau de la fenêtre, elle ne peut plus ouvrir la fenêtre. Elle est chez elle, bloquée, et il y a le plafond qui descend tout doucement. Hyper angoissant, mais... Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous citer? Oui, une personne qui est dans sa voiture, et d'un coup la voiture ne répond plus, et il s'aperçoit que la voiture, en fait, l'amène quelque part. Je vous en dirai pas plus, mais il ne peut plus sortir de sa voiture, il est bloqué, la voiture, voilà, comme si elle avait sa propre vie, et il s'aperçoit qu'il y a d'autres voitures à côté de lui et tout. Toutes les voitures vont au même endroit. Voilà, je vous en dis pas plus. La chute est excellente. Un des meilleurs sketchs, alors je vais essayer de vraiment pas vous en dire trop, le meilleur sketch, c'est quelqu'un qui se rend à un domicile pour visiter la maison qui est en vente. Et les propriétaires lui disent, si vous voulez, on vous propose un défi, et si vous y arrivez, la maison est à vous. Et donc forcément, l'homme accepte. Voilà, je vous dis pas ce que c'est le défi, mais c'est, je pense, le meilleur sketch d'Adrénaline. Il est génial. Voilà, je vous en dirai pas plus, j'ai envie d'en dire plus, mais le film est facilement trouvable sur YouTube. Allez-y, franchement, c'est une très belle découverte. Je commence à avoir mal à la tête. Je tenais vraiment à vous parler de Monstres et Merveilles. Là, j'ai 2 DVD, il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a 3 ou 4, ou peut-être 5, je ne sais plus. Monstres et Merveilles, c'est une série que je voyais quand j'étais enfant. Ce sont des contes et légendes. Ça passait... dans les début des années 90 en France, je dirais, c'est une série de 88. Donc on revient juste 2 ans avant Adrénaline. Ce sont des petites histoires, toujours pareil. La série c'était des épisodes de 25 minutes et chaque épisode c'est une petite histoire, voilà, féerique. Et donc j'ai ces DVD et je me suis dit ah ben tiens, moi j'aimais beaucoup ça, mais sauf que moi je le regardais, je devais avoir 12-13 ans. J'ai mes neveux qui ont 9 ans et 5 ans, je me suis dit ah ben ça peut être pas mal, je vais leur prêter. Mais je me suis dit quand même, je vais regarder avant de leur prêter. Au début, c'était surtout pour voir si ça n'avait pas trop mal vieilli. Mais en fait, je suis tombé sur des histoires qui étaient assez flippantes. Donc je me suis dit non, c'est peut-être un peu trop tôt, 9 ans et 5 ans. Donc je vais attendre. Parce qu'il y a une ambiance, voilà, c'est ambiance Frères Grimm. Vous voyez, il y a même notamment un sketch avec des petits diablotins. Ah, mais j'ai dit, mais non, je vais pas montrer ça à mon neveu de 5 ans, c'est horrible, c'est un homme comme ça qui est pris par des dizaines et des dizaines de petits diablotins super bien faits. Et pourquoi ils sont super bien faits, en fait, ces diablotins? Parce que c'est Jim Henson qui produit la série et qui réalise la série. Et Jim Henson, c'est notamment Dark Crystal, alors dans un autre registre, les Muppet Show, mais c'est le dieu ultime de la marionnette. Jim Henson, quand on voit Dark Crystal, voilà, je pense que c'est le boulot le plus abouti qu'il ait fait avec son studio, Jim Henson. Mais voilà, le Muppet Show, quand j'étais gamin, j'adorais Fraggle Rock. J'étais fan de Fraggle Rock et ça, c'était du Jim Henson aussi. Donc voilà, pourquoi cette qualité, pourquoi je vous le conseille, c'est parce que c'est du Jim Henson. Et quand j'ai su ça, quand j'ai fait attention à ça, je me suis dit, bah oui, mais c'est pour ça que c'est bien en fait. La musique commence, ça c'est Fraggle Rock. Maintenant, on va passer peut-être au film, enfin, je pense, peut-être que maintenant il a été dépassé par d'autres, mais pendant une vingtaine d'années, je pense que c'était le film à sketch le plus populaire. Et c'était aussi du fait que ce soit 2 grandes personnes qui sont à la tête de ce projet. C'est George Romero et Stephen King. Voilà. Donc c'est Creepshow. Donc George Romero, le papa de La Nuit des Morts Vivants, et Stephen King, un des plus grands écrivains d'horreur. Les 2 se sont alliés pour nous pondre cette petite pépite. Par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, Stephen King a entièrement écrit les histoires exprès pour le cinéma. Il n'y a aucune des histoires qui est tirée de ses nouvelles. Voilà, donc c'est du pur Stephen King pour la télé, avec du Romero. Donc on a 5 sketchs, et c'est vraiment un hommage, d'ailleurs on le voit sur la couverture, hein, c'est un hommage
frontale aux bandes dessinées d'horreur, aux comics d'horreur des années 50. On voit le comics là, et ce qui est bien, c'est qu'on voit aussi ce comics dans l'intersketch, la petite histoire qui relie toutes les histoires entre elles. On voit un enfant au tout début qui lit un comics. On a souvent dans ces histoires-là, que ce soit dans les contes de la crypte ou dans toutes les petites histoires, notamment de la Amicus, il y a toujours des histoires d'adultère et de mari ou de femme qui se vengent. Là, on a une histoire comme ça assez croustillante. Je vous en dis pas plus, d'un mari vengeur. Ensuite, on a un sketch assez effrayant. Je l'avais vu une fois, la première fois que j'ai dû le voir, c'était tard la nuit. Et c'est un épisode où en fait, on s'aperçoit qu'il y a une créature sous un escalier. C'est assez glauque, si je me trompe pas. C'est une boîte, c'est ça, c'est quelqu'un qui trouve une boîte et il s'aperçoit qu'il y a un monstre dans cette boîte. C'est ça, Didier, non? On ne peut pas vous en dire plus, sinon ça spoil toute l'histoire, mais c'est assez intriguant. La personne sait qu'il y a un monstre qui est sous l'escalier dans cette boîte, et il va s'en servir, mais je ne dis pas pourquoi. Et allez, dernier sketch que je pourrais vous teaser, c'est un sketch qui me fait assez rire. C'est quelqu'un qui a la phobie des cafards et qui va se retrouver envahi dans son appartement. Il a la phobie vraiment de la... Enfin, c'est quelqu'un de maniaque, hyper propre, tout le temps, tout est clean chez lui, tout est propre, tout est nettoyé à la javel, et en fait, il va commencer à avoir un cafard, deux cafards. Il va se faire envahir par les cafards, il va devenir fou. On va dire que c'est une bataille entre un homme et des cafards. Voilà. Mais il y a d'autres histoires vraiment cool. Creepshow, un classique du genre. La même période que Creepshow, c'est-à-dire en 1900, j'allais dire dans les années 1990, mais non, en 1990, est sorti un film à sketch qui a fait beaucoup parler de lui. Alors maintenant, rétrospectivement, je trouve le film un peu léger par rapport à tous les films que j'ai énumérés. C'est pas le meilleur, mais à l'époque, il a beaucoup fait parler de lui, notamment même dans Mad Movies. C'est Darkside. Et moi, j'avais ça c'est un des premiers Mad que je m'étais acheté, un des premiers Mad Movies que je m'étais acheté, et ils en parlaient. Vous voyez là. Darkside. Mais je vous avoue qu'à l'époque, c'est pas ce qui me marquait le plus, parce que si vous regardez bien, c'était ils annonçaient la Terminator 2 allait sortir, Akira aussi, donc c'est vrai que mon attention était plus portée sur ces deux films, mais je vous avoue, dès qu'il a été disponible en vidéo club, je l'ai loué directement, Darkside. Donc voilà, ils en parlaient, j'ai lu, ah ben tiens là, ça donnait envie quand même. Regardez. Là, tac. Voilà. Il parlait du Festival d'Avoriaz, le film a été au Festival d'Avoriaz. Festival d'Avoriaz 91, les contes de la nuit noire. Voilà, et voyons voir si je trouve l'article pour vous le montrer, c'est toujours sympa. Cette page, je l'ai vue et je l'ai revue. Je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois. Je relisais tout le temps mes magazines, ça me fascinait. Oh, les photos donnent envie. Hein. Là notamment, il y a le fameux sketch. Là, il spoil un peu, mais regardez le chat qui rentre. Le chat qui rentre dans la bouche là des personnages. Une petite chose étonnante avec ce film, en fait, et ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps en regardant Kwedan, c'est que ce film a une histoire en commun avec Kwedan. Alors ça pourrait être fou parce que c'est un film japonais de 65, ça c'est un film américain de 91, 90, et ils ont pourtant une histoire en commun. Vous savez, je vous ai raconté l'histoire du fantôme de la femme aux longs cheveux noirs qui aspire l'âme d'une des personnes dans une cabane alors qu'il y a une tempête de neige et qu'elle s'adresse à l'autre personne en lui disant bon, je trouve c'est un peu bizarre, ça veut dire ah mais t'es plutôt mignon, toi je vais pas te tuer, ne répète jamais ce que tu as vu. Et bien il y a un peu l'équivalent, un homme qui voit quelque chose qu'il ne devrait pas voir, je ne dis pas ce que c'est. Et on lui fait comprendre qu'il faut bien qu'il garde le secret. Je ne sais pas si c'est un conte, qui existe de différentes façons dans le monde, si c'est une histoire voilà, qui a voyagé et qui s'est adaptée à tous les pays, ou si directement le réalisateur a vu Kwedan et s'est inspiré de cette histoire. Ça malheureusement je ne le sais pas. On a une histoire qui est tirée d'une des nouvelles de Sir Arthur Conan Doyle, le papa de Sherlock Holmes. Assez fou, j'ai découvert ça là en prenant des infos. Ce fameux sketch, c'est l'histoire d'une momie. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est pas mon sketch préféré, il est sympa, mais une momie qui revient évidemment à la vie. Et le troisième sketch, qui est peut-être le meilleur, c'est une personne qui fait appel à un tueur à gages. Mais pour faire quoi? Pour tuer un chat.
Donc au début la personne dit quoi, mais vous me payez pour tuer un chat? Voilà, vous comprendrez par la suite pourquoi il avait besoin d'aide, ce pauvre monsieur. Voilà, donc un film culte, vraiment on peut le dire de ma génération, mais pour ma part c'est pas c'est pas un des meilleurs. Maintenant on va passer à un triptyque aussi, 3 histoires que je préfère, qui est moins populaire que Darkside, les contes de la nuit noire, mais que je préfère largement. En français, c'est Body Bags. Body Bags. Et on doit ces 3 petites histoires horrifiques, fort sympathiques, à Tobe Hooper et John Carpenter. Tobe Hooper, hein, bon, on a déjà parlé dans une autre vidéo, le papa de Massacre à la tronçonneuse, John Carpenter, le papa de The Thing, de Halloween, et moult films d'horreur. Donc ça c'est très bon, voilà, je me suis régalé. Il y a une petite anecdote assez marrante ou pas, c'est que à l'époque des Contes de la Crypte, ils avaient passé ce film. Comme c'était en pleine période où ils passaient les Contes de la Crypte tous les jeudis soirs c'était sur M6, ils avaient passé ce film. Et ben moi j'étais persuadé pendant longtemps que j'avais vu des épisodes des Contes de la Crypte. Dans ma tête, pour moi, les 3 histoires que j'avais vues, c'était des histoires des Contes de la Crypte. Et c'est qu'après, en revoyant, en ayant le DVD, en le regardant, mais je me suis dit, mais ouais, c'était pas les Contes de la Crypte, non, rien à voir. C'était Body Bags, mais eux, ils avaient inséré ça. La 6 avait inséré ce film. Voilà, je pense que c'était pour l'audience. J'imagine que les Contes de la Crypte avaient beaucoup de succès. Ils avaient ce film en catalogue, ils se sont dit, on va pas dire que c'est un film à part. Il y aura peut-être moins de monde qui vont regarder, on va rien dire et on va le passer en plein milieu des Contes de la Crypte. Et c'est vrai que on est vraiment dans l'esprit des Contes de la Crypte, c'est génial. La première histoire est superbe, c'est une fille toute seule dans une station-service la nuit, qui travaille de nuit, qui est seule et qui va se faire harceler. C'est hyper angoissant, super bien filmé, voilà, c'est prenant. La deuxième histoire, ouais c'est ça, je crois que c'est la deuxième, un peu plus marrante. C'est quelqu'un qui est atteint de calvitie, qui ne supporte pas ça et qui entend parler d'un remède miracle, d'une nouvelle méthode pour faire repousser ses cheveux. Mais il aurait mieux fait de s'abstenir. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire. Et dans la dernière histoire, on a Mark Hamill, donc Luke Skywalker, pour les incultes. Et ce bon vieux Mark Hamill subit une opération. En fait, je crois qu'il a un problème à l'œil, je sais plus quoi, où il se fait opérer et on lui met un nouvel œil. Et à partir de ce moment-là, il va se mettre à voir des choses horribles. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais ça, c'est du très bon. Body Bags, le DVD, je pense qu'on le trouve vraiment pour pas cher. Vous pouvez y aller. 3 histoires de qualité. On arrive enfin aux Contes de la Crypte, donc en 1994. Alors, pourquoi les Contes de la Crypte en 94? Parce que je me suis servi de la première apparition des Contes de la Crypte en France sur M6, vraiment tel que la plupart des gens l'ont découvert, parce que la série en fait a été créée en 1989. Mais voilà, comme c'était plus marquant pour nous, je l'ai mis en 1994. Mais avant de parler de ces fameuses Contes de la Crypte qui ont vraiment marqué beaucoup de gens, on va recevoir maintenant notre nouvel invité. C'est Cyril Despontin. Alors Cyril Despontin, c'est le créateur de Hallucination, enfin un des créateurs de Hallucination Collective à Lyon, un festival qui a plus de 10 ans, ça fait 11 ou 12 ans maintenant qu'il existe. C'est un superbe festival, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à y aller. Je vous raconterai ça plus en détail, mais j'y allais pour soutenir le film d'un ami dont j'avais fait la musique avec un pote, donc c'est vraiment des super souvenirs. Et après, donc j'y suis allé régulièrement, parce que c'est un très bon festival de films fantastiques, de films de genre aussi, voilà, pas que horreur fantastique, des fois il peut y avoir des films de genre. Il est aussi l'organisateur du PIF à Paris, le festival sponsorisé par Mad Movies. Donc voilà, encore un très bon festival créé par notre cher Cyril Despontin. Il est aussi, on peut dire, le créateur, avec ses petits camarades, du PIFcast. Donc c'est on va dire, le podcast officiel du festival Le Pif. Enfin, dire le festival Le Pif, ça veut rien dire, parce qu'en fait, PIF c'est Paris International Fantastic Festival Film Festival. Donc en fait, dire le festival du PIF, non, ça ne veut rien dire. Le festival du festival en gros, quoi. Donc le PIFcast, donc ses petits camarades qui l'animent avec lui sont Talal Salami, un réalisateur de films de genre qu'on va accueillir très prochainement. Véronique Davidson, Laurent Duroche, journaliste chez Mad Movies, et aussi Xavier Collomb. Je vous conseille le PIFcast, c'est vraiment excellent. Et d'ailleurs, ils ont fait récemment un PIFcast spécial film à sketch.
Comme quoi, ouais, les grands esprits se rencontrent. Cyril, vas-y, c'est à toi. Je suis sûr que tu as plein de choses à nous raconter. Donc, Monsieur Garcin nous a demandé à tous de parler du cinéma d'horreur, de comment on est venu à aimer cette passion, comment on est venu à la connaître, comment on est venu à vouloir la diffuser, la partager au plus grand nombre. Donc, je vais parler pour mon cas personnel. Ce qui a vraiment été déclencheur dans mon enfance sur cette passion-là, et en général, le cinéma, pas forcément que fantastique, mais en tout cas, le cinéma, ça a été deux éléments très importants du visuel. Ça a été d'abord Canal+, l'arrivée de Canal+, dans le foyer familial. Et pour ceux qui ont connu cette grande époque, le petit cahier Canal+, qu'on recevait en début de mois, qui annonçait les films qui étaient dans le mois à venir. Et il y avait un code couleur rouge, en gros, c'était les -16, les oranges, c'était les -12, voilà. Et en fait, gamin, moi, je cochais tous les films rouges et tous les films oranges. Et mon but, c'était de tous les voir dans le mois, quoi. C'était donc comme ça que je me suis forgé ma cinéphilie. Je connaissais pas les films, je savais pas qui les avait fait, mais juste je savais que c'était des films bourrins et des films rentre dedans, donc je savais que ça allait me plaire. Donc c'est comme ça que c'est venu le premier déclencheur. Ensuite, ça a été les vidéoclubs. Ça, je pense qu'on a eu beaucoup à avoir eu ce déclic. Les vidéoclubs, c'est pas compliqué. Tu rentrais, t'avais différentes sections, enfants. On laisse tomber, quoi. Il y avait action, comédie, machin, tout. Puis il y avait horreur, et là c'était pas des merveilles, quoi. C'était voilà, toutes les jaquettes face à toi, des trucs improbables, des jaquettes comme celle de Reanimator, l'ascenseur, je sais pas, face à la mort. Enfin, des films vraiment des jaquettes avec des visuels très très forts qui donnaient super envie. Il y avait une jaquette, moi, qui me faisait vraiment de l'œil. J'ai mis un petit moment à vouloir la prendre. D'ailleurs, il y a plein de jaquettes comme ça. Je me souviens de Bad Test. J'ai mis un temps fou à le louer, pensant que c'était pas pour moi, que c'était trop extrême pour moi. Je savais pas que c'était une comédie, en fait, mais quand je voyais la jaquette, c'était tétanisant. Donc voilà, ce film en question, c'est celui-là, c'est Evil Dead, quoi. Ça a été vraiment le déclencheur de mon amour pour le cinéma d'horreur. C'est que je l'ai loué, je me souviens, je l'ai maté ça un après-midi, et ça a été le choc, quoi. Je crois que je l'ai loué plein de fois. J'ai même été poussé vite jusqu'à, je sais pas si d'ailleurs vous avez fait ça, certains ont fait ça, mais quand on avait les voyages scolaires, moi en plus de toutes mes affaires, je ramenais des VHS parce que je savais que sinon on allait se taper les VHS des profs, et j'avais ramené Evil Dead, et du coup au moment de la route pour partir je ne sais où, je leur dis voilà, j'ai ce film là si vous voulez. Ils m'ont regardé, ils ont fait ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils l'ont pris. Et j'avais oublié la scène de l'arbre, et voilà, bref, si vous avez vu le film, vous comprenez. Donc ça a créé un petit malaise dans le car. Moi, j'étais content d'avoir montré Evil Dead au reste de la classe. Donc c'est un film très important pour moi, en tout cas. Alors, je vais pas expliquer l'histoire. Une bande de jeunes qui partent dans une cabane et découvrent un enregistrement d'un précédent propriétaire qui, en fait, avait lu le Necronomicon, un livre mythique, l'invention de H.P. Lovecraft, qui peut invoquer les démons. Donc en fait, ils lisent la bande, et en fait, ça va invoquer les démons, ils vont venir dans la cabane, ils vont tous se faire buter. C'est visuellement à tomber, c'est plein d'effets de caméra de dingue. Moi, qui suis un peu hyperactif, c'était pour moi un très bon défouloir, en tout cas, de voir Evil Dead. Et en plus, le film est ultra gore, ultra généreux. Il a généré d'ailleurs plein de suites, il a géré 2 suites et une série télé. Pour ce qui est des suites, le truc rigolo, c'est que moi j'ai vu Evil Dead 3 en salle à l'époque quand Metropolitan l'a sorti, mais j'avais pas encore vu le 2 parce que le vidéoclub où j'étais n'avait pas Evil Dead 2. Il fallait aller dans un autre vidéoclub et j'étais pas abonné à l'autre, donc il fallait que j'économise un petit peu pour pouvoir payer une location à côté et enfin pouvoir voir Evil Dead 2. Mais du coup j'ai vu le 1, le 3 et puis plus tard le 2, quoi. Et surtout la cassette vidéo dans laquelle je l'ai vu, c'était la cassette vidéo Hollywood Vidéo, sur des petites bandes annonces avant. Et pour ceux qui ont vu cette jaquette, enfin cette VHS à l'époque, ont sûrement été comme moi très émoustillés par la bande annonce de Caligula, la véritable histoire de Joe D'Amato. Exhibitionniste sans pudeur, il exigeait que tous et toutes participent à ses orgies. Voilà, Evil Dead, c'est un film qui a beaucoup marqué la culture, la pop culture, les films d'horreur en général. Un film qui a donc eu droit à un remake par Fede Alvarez beaucoup plus tard, a eu droit à une comédie musicale, à une pléthore de bouquins, plein de trucs, d'analyses, de documentaires sur les fans, machin et tout. Pour ceux qui ont connu, voilà, alors elle est un peu craquée, un peu abîmée. J'ai perdu hier un bout de peau en voulant faire des essais, mais c'était l'édition Corbet d'Evil Dead en format Book of the Dead, où il y avait, on pouvait lire le livre des morts, voilà. Et cette édition a été mythique pour plein de gens. Il y en a eu plein. Il y a eu l'édition Elite avant, il y a eu comment ça s'appelle, en France on a eu plein d'éditions. Récemment ESC, l'atelier d'image, pas ESC, a fait une super édition de toute la trilogie Evil Dead avec plein de bonus. Donc voilà, c'est vraiment le film qui a été le déclencheur de mon amour pour le cinéma d'horreur. Je pourrais en parler des heures, je pourrais parler des suites aussi. Evil Dead 2 d'ailleurs a ma préférence, mais comme il fallait parler du premier, du film qui a déclenché mon amour pour le cinéma d'horreur, je suis venu parler d'Evil Dead. Monsieur Garcin nous a demandé de parler de plusieurs autres films qui ont marqué pour nous. Il nous a demandé 3 films. Moi j'en ai pris 4 parce que voilà, je suis comme ça. J'en ai choisi 4. Je vais vous parler en premier de Possession. Alors attendez, j'ai oublié de parler avant
Je spoil un petit peu. Voilà, ça si c'est un bouquin qui a été hyper important pour moi. Gore, autopsie d'un genre de Marc Godin. C'est un livre, je fantasmais pendant des années quand j'allais à la Fnac pour le voir, enfin je le voyais et tout, je rêvais de l'avoir ce livre-là. Un jour j'ai économisé, j'ai pu me le payer. Il y a vraiment des belles images et tout, plein d'informations sur le cinéma d'horreur. J'ai appris plein de choses, j'ai découvert Argento grâce à ce bouquin, j'ai découvert vraiment plein de trucs et tout. Et voilà, ça a été aussi un des éléments déclencheurs de mon amour pour le genre, c'est ce livre-là. Donc je tenais à mettre un coup de pouce en avant aujourd'hui sur Marc Godin, parce que je sais qu'il écrit beaucoup en ce moment, je crois sur le Point Pop pour l'Express et tout, des choses comme ça. Donc voilà, c'était un livre qui pour moi a été fondamental sur cet amour-là. Et donc je reviens parce que du coup j'essaie de faire un seul plan pour toute cette vidéo par Possession. Donc Possession, un film de Zulawski. Zulawski, voilà, ici la super belle BO qu'on doit à, alors je ne me trompe pas, Andrzej Korczynski, voilà, j'ai toujours du mal à le dire, un tchèque, un super film, donc une super BO, un film complètement fou. Alors c'est à la fois un film d'horreur, c'est l'histoire contrariée d'amour entre Isabelle Adjani qui est partagée entre son amour pour son mari Sam Neill et cet amour naissant pour ce monstre, cette chose qui pourrait être aussi bien une métaphore qu'un vrai monstre, bref et tout. C'est un film que je trouve complètement dingue. Je l'avais découvert à l'officiel de Gérard Armé dans une copie 35 mm en VF, dans le cadre d'une rétrospective, je ne sais plus laquelle, mais en tout cas je suis posé dans la salle et je vois ça, je me prends plein la gueule, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? La caméra flotte tout le temps, elle vole, la musique donc vraiment te prend tout de suite dès le début, t'en as plein la tronche et tout quoi. Adjani, on va pas en parler, mais sa prestation est absolument dingo, le passage dans le métro, enfin voilà, on en a beaucoup parlé et je ne parlerai pas d'en parler. Une super photographie de Bruno Guetten, voilà. Et un des trucs un peu moins réussis dans le film, ça reste par moment la créature de Carlo Rambaldi, spécialiste du cinéma prosthétique, enfin d'effets spéciaux en Italie, à qui on doit un truc un peu connu, E.T., la créature d'E.T., quoi. Et c'est le seul truc un peu limite dans le film par moment, mais globalement ça fait partie du charme, et on attend d'ailleurs à la fin de l'année une énorme édition chez le Chat qui fume qui s'annonce dantesque. Donc voilà, je peux que vous clamer mon amour pour Zulawski en général, parce que Zulawski c'est un très grand réalisateur, et puis pour Possession. On va continuer. Autre film qui pour moi est très important, on va en Italie cette fois-ci, avec De la Morte et de la Morée. Film de Michele Soavi. Alors ça, pour expliquer un peu le principe, c'est que dans les années 90, pour ceux qui ont connu les années 90 en tout cas, c'était la disette niveau film fantastique, niveau film d'horreur, il y avait juste quasi rien. Ce qui sortait, c'était pas terrible. Il y a eu des perles, hein, Brain Dead, Candyman, il y a eu des trucs vraiment dingos dans les années 90, mais globalement c'était quand même la disette. Hein. C'est-à-dire que les années 80 c'était plein pot, à post-2000 on a eu beaucoup de trucs, mais les années 90 c'était la chienlit quoi. Donc moi j'allais voir tout, je lisais Mad Movies. Et dès qu'ils annonçaient un film fantastique d'horreur qui passait, j'habitais à Lyon, passait à Lyon, j'allais le voir. Et De l'Enquête dans la Morée, j'ai eu l'occasion de le voir au UGC Pardieu 2, bon, pour ceux qui connaissent, en VF, voilà. Et là, pareil, le choc, un film de zombies. Alors l'histoire, c'est Rupert Everett, donc je parlerai un petit peu de Rupert Everett après, qui est gardien de cimetière. Il est assisté par son camarade Nagui, qui est joué par François Zilagero, des Garçons de Boucher, Pigalle. Et donc en fait, dès qu'il enterre quelqu'un dans son cimetière, une semaine après, il revient à la vie, donc il est obligé d'aller les tuer et de les renterrer une seconde fois. C'est son fardeau, c'est comme ça, c'est sa vie. Et du coup, on suit cette histoire de ce gardien de cimetière un peu bizarre. Il va se passer pas mal de choses dans la ville de Buffalo où se passe l'histoire. Il va se passer des trucs avec un quart de scout qui va se retrouver à quitter la route et donc tous mourir. Donc il va y avoir plein d'enfants scouts qui vont sortir et on voit donc Rupert Everett les buter un par un et ça vaut se poser en cacahuète. Michele Soavi, c'était l'assistant de Terry Gilliam sur pas mal de films. Donc en fait, on retrouve un peu cette poésie macabre dans ses films. C'est plein d'idées visuelles. Il refait des tableaux de Magritte en live et tout. Aussi, je peux pas ne pas parler d'Anna Falchi, sublime Anna Falchi dans le film qui transcende le film. Donc Rupert Everett, j'en ai parlé tout à l'heure, acteur américain. Il se trouve que c'est une adaptation non officielle de La Morte de la Morée de Dylan Dog, une BD fumetti italien. Et il se trouve que la BD, le personnage principal était calqué sur Rupert Everett. Donc Soavi a demandé du coup à Rupert Everett s'il était intéressé pour jouer dans le film, ce qu'il a accepté. Et donc ça fait un personnage parfait. Michele Soavi, un auteur, peut-être un des plus grands réalisateurs italiens, trop mésestimé à mon goût. Donc de La Morte de la Morée, bien sûr, il a fait Bloody Bird, un super slasher, mais visuellement sublime, avec des idées à l'appel. Et un polar, un des trucs les plus nihilistes que j'ai vu de ma vie, Arrivederci, Amore Ciao. Si vous avez l'occasion de voir ce film un jour, c'est une petite bombe. Voilà, je vous conseille fortement la filmographie de Michele Soavi. On continue, c'est bientôt fini, avec un film, cette fois on va en Autriche, avec Schizophrénia, alias Angst, dans nos terres.
sollte ihm erst wirklich wahrnehmen. Film de Gérard Cargueul. Là pareil, bon, j'ai gardé la VHS, c'était une des rares VHS que j'ai gardé dans l'appartement parisien, tout le reste est dans une cave loin en province. C'est un film complètement fou, on suit un serial killer à la sortie de prison et on va le suivre de sa sortie jusqu'à ce qu'il commette un nouveau crime en fait, parce que c'est en lui, il peut pas s'empêcher de tuer, donc on le suit vraiment, on est collé au plus proche de lui. C'est un film assez dingue niveau visuel, c'est le chef opérateur, j'ai toujours compliqué, Zbigniew Rybczynski, chef opérateur polonais je crois, qui a inventé plein de techniques folles pour ce film, enfin pas forcément inventé, des fois il a repris des trucs existants comme la Snurrican, qui est une caméra qui est accrochée au personnage et qui du coup tourne en même temps que lui quand il se déplace et tout. Mais pareil, tout le film a été tourné en inversé parce qu'à des moments ils ont fait des plans de caméra aériens où il se trouve qu'en fait la caméra était au sol mais avec des miroirs en l'air qui passaient à toute vitesse et ils filmaient à travers les miroirs. Enfin bref, il y a une édition Blu-ray chez Carlotta Video qui est parfaite parce qu'elle résume beaucoup de choses sur les techniques autour du film et c'est un film assez dingue. D'ailleurs Gaspard Noé fait partie des films qui ont beaucoup inspiré Gaspard Noé et donc il se réfère souvent. Donc on suit l'histoire d'Erwin Leder, donc l'acteur qui joue le psychopathe. C'est un film qui ne rigole pas, c'est vraiment macabre, mais visuellement ça tue. Et la BO aussi de Klaus Schulze. Donc Klaus Schulze c'est un des cofondateurs de Tangerine Dream, j'en parlerai d'ailleurs après. Donc voilà, Tangerine Dream qui a fait énormément de BO pour le cinéma. J'en compte La Forteresse Noire par exemple de Michael Mann. Enfin, voilà, c'est vraiment un compositeur très important, et la BO de Hanks de Schizophrénia est assez dingo. Le chef opérateur dont j'en ai parlé un petit peu avant, lui c'est un foufou, il a des compilations qui existent de ses courts-métrages. D'ailleurs, un de ses courts-métrages, Tango, a gagné l'Oscar du court-métrage à l'époque, et c'est un truc complètement fou, des collages un petit peu à ce que Gondry lui a rendu plus ou moins hommage dans Coming to My World avec Kylie Minogue qui tournait, qui se répétait à l'infini. Ben, c'est plus ou moins inspiré de Tango de Lizebski. Il se trouve que j'ai eu l'occasion, dans un festival que j'organise à Lyon qui s'appelle Hallucination Collective, de passer le film en pellicule 35 mm. On avait réussi à retrouver une copie. On ne sait pas si c'est une copie d'exploitation française, parce que je ne suis pas sûr que le film soit sorti en salle en France. En tout cas, c'était une copie de festival, je ne sais pas quoi, mais on avait une copie VF du film, et j'annonçais fièrement que le film était en version uncut, parce qu'il faut savoir que le film était un peu plus court que ce qu'on a connu nous en VHS, parce que le producteur a demandé au réalisateur, donc Cargueul, de rajouter un petit module avant, où ça raconte un peu l'histoire de ce tueur, et c'est une histoire qui est racontée avec des photos et une voix off. D'ailleurs, Gaspard Noé s'en est beaucoup inspiré pour Seul contre tous, et donc il y a plein de versions du film qui existent sans ce module-là au début. Donc moi, j'annonçais fièrement à l'entrée, vous allez voir une copie uncut du film avec ce fameux module, qui d'ailleurs était là, hein, j'avais pas menti sur ce truc-là. Si ce n'est que plus tard dans le film, il y a une séquence un peu dure de viol dans un couloir, et en fait, le moment où le tueur se rapproche de la personne qui va violer, il y a un cut dans la version qu'on a montrée en festival, et puis le plan suivant, on le revoit sortir du tunnel en remontant son pantalon, et là on se dit, tiens, il manque quelque chose et tout quoi. Et effectivement, quelqu'un qui possédait la copie avant a coupé ce bout-là, ou peut-être ça n'a jamais été monté. En tout cas, il manque ce morceau-là dans la copie qu'on avait montrée, donc je m'excuse encore aux spectateurs des Alus qui n'ont pas vu la version uncut du film. Mais il faut savoir d'ailleurs que depuis maintenant, les versions qui existent, donc le Blu-ray de Carlotta et puis 2-3 DVD, ont sur ce passage-là, l'image est vachement assombrie. C'est un choix du réalisateur qui trouvait cette scène trop dure, donc il a assombri l'image sur ce passage-là. Donc la seule version possible où on peut le voir en uncut, c'est la VHS que je vous ai montré juste avant. Et on va finir maintenant avec mon dernier film, un film qui a été très important pour moi aussi. C'est pas forcément aussi rare que les autres, c'est Le Blob de Chuck Russell. Voilà, vous avez ici la musique de Michael Honig, donc, qui était dans les débuts de Tangerine Dream aussi, donc comme quoi tout est connecté. Le Blob, c'est un film que j'ai vu, je crois, je sais pas pourquoi j'avais une fixette sur celui-là quand j'étais gamin, j'ai dû le voir 36 ou 40 fois, genre je le mettais tous les samedis, j'adore ce film, mais je sais pas pourquoi j'ai fait une fixette. Bon, quand on est adolescent, des fois, tout n'est pas très cohérent, donc j'ai vu ce film-là une pléthore de fois, quoi. On le doit à un duo, donc Chuck Russell et Frank Darabont. Alors Chuck Russell et Frank Darabont s'étaient fait reconnaître avant pour avoir fait au cinéma le troisième Freddy, The Dream Master en anglais, et voilà, c'est un film que beaucoup de gens adorent dans les Freddy, c'est peut-être un des préférés, et The Blob c'est donc leur seconde collaboration. Darabont plus tard on lui devra les scénarios et la réalisation de The Mist, Les Évadés, donc c'est quand même pas rien. Les Walking Dead aussi, il a initié la série The Walking Dead, et Chuck Russell, bon, il a fait The Mask, il a fait The Eraser, c'est moins des
moins des grands films, on va dire, mais bon, Chuck Russell, voilà, et Darabont sur The Blob, c'est mortel. Et c'est quoi l'histoire de The Blob? C'est l'histoire d'une météorite qui s'écrase sur la Terre, et il se trouve que dedans, il y a une sorte de petite masse gélatineuse qui se déplace, qui roule comme ça et tout, et qui est bourrée d'acide, et qui, quand elle chope un humain, elle le bouffe, elle va se mettre à grossir. Donc c'est un peu Katamari Damacy en film, pour ceux qui connaissent. On suit là cette boule qui grossit, qui va du coup s'attaquer à une petite bourgade, et on va suivre plein de protagonistes qui vont essayer de s'en sortir. C'est pas la première fois que cette histoire est adaptée au cinéma, c'était la troisième itération, et d'ailleurs c'est prévu qu'il y en ait d'autres. Enfin, Rob Zombie avait annoncé sa version de The Blob aussi, donc je sais pas si ça se fera un jour. Voilà, les effets spéciaux de Tony Garner sont dingos, c'est ultra gore le film, il est très inventif aussi sur les mises à mort. C'est un film vraiment génial, c'est le meilleur des années 80, c'est vraiment un film que je recommande énormément. Une petite sélection de films, enfin de petites BO, je vais essayer de prendre des trucs pas trop connus, histoire alors je dis pas que c'est pas inconnu, mais histoire d'aller au-delà des Carpenter ou des John Williams ou des Morricone. Donc j'ai choisi des films, enfin des BO en tout cas, que j'estime être vraiment mortels et moins connus. La première, c'est celle de Zombie 3, c'est un collectif de musiciens. C'est sorti dans un label italien suisse, qui s'appelle We Release Whatever We Want. Enfin bref, on sort ce qu'on a envie de sortir, quoi, et c'est vraiment mortel, c'est électro bizarre, assez bourrin, moi j'aime beaucoup, je vous le conseille fortement. Deuxième BO, cette fois-ci, c'est la BO de Psycho 3, par Carter Burwell. Ça, c'est une super BO, quoi. Vraiment, elle n'est pas très connue, mais vraiment, je vous la conseille énormément. Jetez un coup d'œil, écoutez-la si vous pouvez, c'est ouf. Une autre BO plus récente, Attack the Block de Joe Cornick. Ça, c'est une BO à qui qu'on doit au groupe Basement Jaxx, en fait, un groupe électro anglais que j'aime beaucoup. Et c'est une BO super vénère niveau électro, avec des bons beats et tout, quoi. Elle est vraiment démente. Je trouve qu'elle sublime le film, mais elle n'est pas spécialement connue, donc je vous la conseille. Ensuite, The Girl with All the Gifts. Alors, c'est donc de Cristobal Topa de Veer. Voilà, vous l'avez peut-être connu parce qu'il avait fait la BO de la série télé Utopia. Et ça, c'est une BO aussi, pareil, avec des boucles qui se répètent un peu à la Philip Glass. Alors, j'ai pas parlé de Philip Glass aussi, j'aurais pu en parler pendant des heures, mais c'est des répétitions avec des rajouts à chaque fois, c'est sublime. Et deux dernières, c'est pas de l'horreur pure, mais ça reste, on va dire, du genre, donc je me permets d'en parler. Ça, c'est un petit bijou, c'est la BO de Femina Riden par Stelvio Cipriani. Cette BO, elle est oufissime. Si vous avez l'occasion d'aller sur YouTube, écoutez le morceau Femina Riden Song, je crois, c'est celui-là, je crois. Voilà, c'est vraiment c'est une BO sublime, magnifique, et peu connue, donc je vous la conseille fortement. Et pour finir, Ton vice est une clé dont moi seul est la porte, un film de Sergio Martino, et donc là c'est la BO par Bruno Nicolai qui était un des compositeurs de Ennio Morricone, donc pareil, super BO. J'espère que ça vous a plus donné envie de voir des films. N'hésitez pas à aller voir des films fantastiques d'horreur, se soutenir, c'est une cinématographie qui a toujours du mal à être visible sur les écrans de cinéma. Nous on fait de notre côté le maximum pour montrer ces films-là dans les meilleures conditions possibles en salle, mais c'est vrai que c'est les films qui marchent le mieux en vidéo, en VOD, mais qui ne marchent pas en salle, on ne sait pas pourquoi. Et pourtant c'est des films qui sont agréables à regarder, qui procurent des sensations, souvent bien mieux foutus, une niveau technique que pas mal de films qui ont droit à la sortie salle, c'est bizarre. D'ailleurs, quand on réfléchit, les plus grands réalisateurs de blockbusters viennent de l'horreur, Sam Raimi, Peter Jackson, enfin voilà, c'est des gens qui ont commencé, qui ont fait leur base là-dedans, et pourtant maintenant c'est eux qui ont les plus grands budgets et tout, mais voilà, donc c'est bien qu'il y a quelque chose dans le cinéma d'horreur qui mérite votre attention, et voilà, donc c'est un cinéma qui nous plaît, je pense que mes autres camarades ce sera pareil, et qu'on aimera toujours défendre, et qu'on aimera toujours vous montrer, voilà. Je vous remercie d'avoir écouté mon débit très important de parole, et j'espère que ça vous a donné envie de voir plein de films. À bientôt. Avant qu'on se quitte, je voulais quand même vous montrer le petit collage qu'a fait Monsieur Garcin pour le festival des hallucinations collectives, festival dont je m'occupe sur Lyon. Et il nous a fait pour les 10 ans du festival ce magnifique collage avec tout plein d'images en fait des différents films qu'on a passés au festival pendant des années, plus en fait des bouts des affiches, en fait plein de morceaux d'affiches du festival et tous les films qu'on a passés. Donc voilà, il nous a fait ce très beau collage pour les 10 ans, que du coup je possède chez moi. Et voilà, donc je tenais à le remercier pour ce super ouvrage qu'il nous a fait, quoi. Et là je cadre comme une merde. Donc voilà, je remercie encore Monsieur Garcin pour tout ce que tu as fait, pour les hallucinations collectives, même pour le PIF, hein, tu nous as filé pas mal de choses intéressantes. Donc voilà. À très bientôt. Ciao. Eh bien, merci Cyril pour ton intervention et toutes ces petites anecdotes que tu nous as racontées. Et c'était passionnant. Regarde, tu as vu mon beau t-shirt?
Et oui, c'est le t-shirt du fameux festival qu'organise Cyril d'hallucination collective, dont je suis très fier. Et je suis aussi très fier d'avoir réalisé l'affiche pour les 10 ans du festival, l'affiche qui vient de vous présenter. C'était vraiment un honneur pour moi de réunir tous ces films comme ça à l'occasion des 10 ans du festival. Et d'ailleurs, je ne vous en ai pas encore parlé, mais derrière moi, vous avez dû le remarquer, il y a le collage que j'ai réalisé en hommage au cinéma d'horreur. Alors ne vous inquiétez pas, je vous en parle très bientôt et je vous expliquerai un peu sa composition et je vous décrypterai un peu tout ce qui s'y trouve. Cyril nous a présenté un livre magnifique et regardez, j'étais obligé de l'avoir ce livre, hein. Ça fait maintenant plus de 10 ans, plus de 10 ans que je l'ai. D'ailleurs j'ai eu assez tard, hein. Moi je l'ai acheté ouais, même vers 2005-2006 et le livre était sorti presque 10 ans avant. Mais c'est un livre incroyable, il faut que je vous montre, je n'ai jamais vu un livre aussi bien illustré que celui-là. Enfin, ce qui est bien c'est qu'il y a des tonnes et des tonnes de choses à lire et de renseignements et d'anecdotes, mais la mise en page est sublime. Les 4 terreurs du grand écran. Regardez-moi ça. Si ça donne pas envie de lire ça et de voir des films, oh là là, c'est j'ai été bluffé quand j'ai vu la maquette du bouquin, c'était fou quoi. Regardez-moi ça. C'est je trouve ça sublime. C'est une petite pépite. J'aime bien ce mot pépite. Et aussi, Cyril, je ne peux que t'approuver au sujet de ce film, Le Blob, qui vient de ressortir dans une magnifique édition Blu-ray qui est gavée de bonus. Pour les effets spéciaux de ce film m'ont toujours marqué. Je suis vraiment fan de ce film. Il est génial. Le coffret DVD est formidable. Il y a même pour les fans du film des superbes photos, carrément. C'est des photos d'exploitation. Génial hein, pour les fans, c'est top. C'est vraiment des beaux tirages photos. Il y a des tonnes et des tonnes de bonus, mais il y en a des tonnes. J'ai pas tout vu encore. Il y a même un petit livret avec ses effets spéciaux de fou. Et il y a même un petit poster. Ce qui est embêtant, bon, il pouvait pas faire autrement, c'est que le poster, il y a des pliures. J'aime pas trop les pliures, mais voilà, il y a aussi un petit poster comme ça. Bon, après, la technique, hein, je vous donne la technique, vous prenez un chiffon et vous, avec votre fer à repasser, vous passez le fer à repasser sur le chiffon qui est sur le poster et ça enlève pas mal les plis. Donc voilà, superbe édition pour un film que j'adore, un de mes films d'horreur préférés des années 80. Je pense qu'il m'a autant marqué que toi, avec des effets spéciaux fulgurants. J'ai jamais vu des effets spéciaux aussi bien faits à cette époque-là. Donc Chuck Russell, merci pour ce film et surtout merci pour ce film aussi. Freddy 3 qui est probablement, c'est sûr, même c'est mon préféré avec le premier. On y reviendra sur les Freddy, cette saga mythique. Le 3 est incroyable. Alors là ce qui est marrant c'est que c'est l'opposé, du coup je vous ai présenté un Blu-ray avec des tonnes de bonus et là vous avez une VHS, voilà, sans bonus, c'est le grand écart. Mais voilà, ce film Freddy 3, incroyable. Chuck Russell, c'est assez fou. Après il a réalisé un énorme blockbuster de l'époque, The Mask, avec Jim Carrey. C'était complètement fou. Ça n'a pas été le seul d'ailleurs à commencer par des films d'horreur et à finir par par réaliser des blockbusters. Il y a un des plus connus, Sam Raimi, qui a produit un film voilà, totalement indépendant, underground, Evil Dead, et qui s'est retrouvé à faire Spider-Man, un des plus gros films de l'époque. Et également, peut-être le plus connu de tous, Peter Jackson, qui a commencé avec Bad Taste, un film à l'humour irrévérencieux qui est hyper gore, qui est totalement autoproduit en plus, et qui a fini par faire Le Seigneur des Anneaux, rien que ça, le plus gros blockbuster des années 2000. Voilà, comme quoi, faire du cinéma d'horreur indépendant, ça peut mener à faire de gros blockbusters. Et Cyril, donc ton anecdote m'a bien fait rire, l'anecdote où tu dis que tu as montré le film Evil Dead dans ton car scolaire, quoi, rempli de tes petits camarades de classe. Mais moi il m'est arrivé un peu la même histoire en fait, pour tout te dire. Mais moi c'était en colonie de vacances. Donc en colonie de vacances, de temps en temps, c'était soit quand il pleuvait, qu'il allait faire mauvais temps, soit je ne sais plus, c'était peut-être une fois par semaine, on allait louer, alors, normalement notre mono allait louer un ou deux films pour qu'on le regarde le soir. Et je sais qu'à chaque fois, on insistait, on disait, ah viens, on prend ce film d'horreur là, on était au vidéoclub, on prend ça. À chaque fois, ils nous disaient, non, c'est bon, on va pas prendre un film d'horreur, je vous choisis des bons films, et je sais pas, on a dû y aller 2 ou 3 fois, et au bout d'un moment, il a craqué, je me rappelle à chaque fois, on était là, ah mais vas-y, regarde ça, regarde ce film, allez, viens, on loue ce film d'horreur. Et une fois, il a cédé, et
C'était un film que je connaissais pas du tout en plus. J'ai pris un film presque au hasard où le titre a dû me plaire quoi. Je lui ai montré cette cassette. C'était celle-là en plus. Cette cassette. Je lui ai dit ouais vas-y s'il te plaît, loue-nous ce film et tout. Parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'en plus c'était une grande colonie de vacances. On était peut-être 30 ou 40 en fait dans cette immense colonie de vacances et on regardait les films tous ensemble. C'est-à-dire il y avait tous les âges quoi. Il y avait des gens un peu plus jeunes que moi. Moi je devais avoir entre 13 et 15 ans à peu près quand j'étais à cette colonie, et donc il devait y avoir des enfants plus jeunes qui devaient avoir 10 11 ans, et donc on a loué ce film j'allais dire qui est horrible, ce film de Joe D'Amato qui est une série de meurtres horribles. Il n'y a pas de scénario vraiment, c'est un mec qui revient à la vie et qui tue des gens un par un. Une des premières scènes, enfin dans mon souvenir, c'est une des premières scènes du film où vers le début, il essaye de grimper un grillage, vous savez un grillage avec des pics, puis il se loupe et il s'empale dans un des pics, il bouge comme ça, il arrive à s'extraire du pic, sauf qu'il y a ses boyaux accrochés, tout le long du film il traîne ses boyaux, à un moment il tue une personne avec une espèce de perceuse dans la tête, enfin le film, en plus c'est un film, parce que autant il y a des films incroyables, il y a des films d'horreur, on aurait pu louer The Thing, on aurait pu louer L'Exorciste, ok on aurait traumatisé des enfants, mais avec un très bon film, avec un chef-d'œuvre du cinéma, sauf que nous le problème c'est qu'on a loué ça, mais on a traumatisé des enfants et des jeunes ados avec un film qui est pas vraiment, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre du cinéma, c'est de la grosse série B bien dégoulinante. Et je me rappelle pendant qu'on le mettait, même moi qui avais loué ce film, je me sentais gêné. J'ai dit putain c'est moi qui ai loué ce film, on était en train de le regarder. Et il y avait une espèce de malaise dans la salle, dans le réfectoire qui s'est installé. Et je me rappelle voir notamment le souvenir que j'ai, c'est des jeunes filles partir au fur et à mesure du réfectoire pour dire non mais c'est quoi cette horreur. Et au bout d'un moment, je crois au bout de 40 minutes, ils l'ont enlevé. Et je sais que le mono a eu des problèmes après. Même peut-être qu'il s'est fait virer, je crois. Voilà, je suis encore désolé pour lui. Voilà, c'était une erreur d'adolescence. Jamais j'aurais dû insister pour qu'on loue ce film. Donc on va pouvoir reprendre un peu notre virée à travers tous ces films à sketch. Donc on s'était arrêté au fameux Body Bags. Qui m'avait bien plu, qui m'a toujours bien plu. Et là, on arrive donc au Conte de la Crypte. Je vous l'avais teasé tout à l'heure. On est en 1994 et la série débarque sur M6 en deuxième partie de soirée. Et moi, c'est des souvenirs incroyables. Je me rappelle que j'attendais, quand je savais qu'on était jeudi, je me rappelle notamment d'un été. Alors c'était peut-être l'été 94 ou l'été 95. Tous les jeudis, pendant l'été, les grandes vacances, il passait donc 3 épisodes des Contes de la Crypte. Et je me rappelle que j'attendais ce jeudi à chaque fois avec impatience. Quand c'était le jeudi, presque je regardais ma montre et tout, je dis bon allez, plus que 5 heures, allez, plus que 4 heures, enfin j'attendais voilà, pour voir ça. Les Contes de la Crypte, c'est vraiment quelque chose je pense qui a marqué sa génération. Donc cette série, voilà, directement inspirée des fameux comics Tale of the Crypt, hein, c'est le titre original, c'est un vrai régal. Ce qui est fou, c'est que dans cette série, il y a eu des tonnes et des tonnes d'acteurs, il y avait un peu tout le Hollywood à un moment, comme la série avait beaucoup de succès, était très fun, tout Hollywood voulait y participer. On a eu des tonnes et des tonnes d'acteurs dans cette série, et surtout les réalisateurs, il y a eu des tonnes de réalisateurs. Alors dans les acteurs, il y a eu Tom Hanks, bah c'est fou, il y a eu Brad Pitt qui a joué dedans, il y a eu Michael J. Fox, Bill Paxton. Dans les réalisateurs, donc on a eu Zemeckis, notamment qui avait réalisé le fameux épisode qui m'a marqué avec le Père Noël, le fou furieux déguisé en Père Noël. Il y a eu aussi William Friedkin qui a réalisé un épisode, waouh, le grand William Friedkin, hein, notamment, je vous le rappelle, qui a réalisé L'Exorciste. Et il y a même Arnold Schwarzenegger aussi, je crois que il me semble que c'est la seule fois où il est passé derrière la caméra, c'était pour les Contes de la Crypte. C'était vraiment une série de folie, plein d'histoires assez rocambolesques, tantôt horrifiques, tantôt plus dans l'épouvante ou dans le thriller. Mais ce qui caractérisait cette série, et c'est ce qui caractérisait les comics américains Tales from the Crypt et les Vault of Horror et tous les autres de ces comics, c'était les chutes. À chaque fois, il y avait une chute, soit une chute qui pouvait paraître marrante, soit une chute un peu sarcastique, soit une chute étonnante, violente. Voilà, il y avait le sketch, l'histoire se déroulait et à la fin, on était toujours surpris par un retournement de situation souvent. Donc voilà, une très grande série qui a eu 5 ou 6 saisons et qui est voilà, qui est à voir. Alors malheureusement, là vous avez le DVD numéro 1. Malheureusement en France, les DVD, ils ont fait un peu n'importe quoi, je trouve. Il y a 13 DVD qui sont sortis et ils ont pris des épisodes
genre, je sais pas comment j'allais dire, au hasard, ils ont sélectionné des épisodes, mais ces 13 DVD, vu qu'il y a 3 épisodes par DVD, ça représente rien. Il y a eu 5 ou 6 saisons de 26 épisodes. Et nous, on se retrouve avec 13 DVD de 3 épisodes. Donc, il nous manque des tonnes de choses, malheureusement, en DVD. Mais dans ce malheur, il y a un bonheur, et c'est que tout est disponible sur YouTube. Vous avez toutes les saisons des Contes de la Crypte, de la saison 1 à la 6, ou peut-être même 7, je ne sais pas, il faut que je vérifie. Toutes les saisons, ouais 7 peut-être, toutes les saisons sont disponibles sur YouTube, et en français, en VF, avec les bonnes VF de l'époque. Et par contre, c'est vrai que je crois que la dernière saison, ou l'avant-dernière saison, n'est en version originale sous-titrée, parce qu'elle n'est jamais sortie en France. Voilà, donc ça vaut le coup. Si vous avez jamais vu, ou si vous n'en avez pas vu énormément, YouTube est votre meilleur ami. On reste en 1994 et je vais vous parler d'un film qui est, je trouve, très bon. C'est Necronomicon. Il me semble que c'est une production française. Oui, c'est produit par Samuel Hadida et notamment dans Necronomicon, vous pouvez voir la première réalisation de Christophe Gans. Oui, Christophe Gans qui a fait Le Pacte des Loups, qui a fait aussi Silent Hill, un film d'horreur assez exceptionnel quand on sait qu'il est tiré d'un jeu vidéo et que les adaptations de jeux vidéo sont souvent très mauvaises. Il a réussi un tour de force. C'était un passionné de ce jeu Silent Hill, de ce jeu horrifique, et c'est vrai qu'il a réussi vraiment à faire, je pense, un très bon film avec ce Silent Hill. Christophe Gans. Shu Kaneko, c'est un réalisateur très prolifique japonais. Il a réalisé notamment des Gamera au Japon. Dans ces 20 dernières années, il a réalisé des Gamera, il a réalisé énormément de films, je crois même peut-être un Godzilla assez récent. Et ensuite, on a Brian Yuzna, qui est une sommité dans le milieu de la série B. Ces trois petits films, d'à peu près, je dirais 40 minutes, tournent autour du thème de Lovecraft, le célèbre écrivain à qui on doit la créature de Cthulhu, la fameuse créature tentaculaire dans les bas-fonds des océans. D'ailleurs, on la retrouve dans un des segments. En fait, j'ai vu ça, j'ai dû voir Necronomicon il y a une dizaine d'années, et je ne sais pas pourquoi, j'avais été un petit peu déçu. À l'époque, on en parlait beaucoup quand c'est sorti. C'est sorti donc en 94, moi j'ai dû le voir 10 ans après, en 2004, et je me rappelle avoir été un petit peu déçu. Donc pour préparer cette émission, je l'ai revu. Et là, j'ai pris ma claque, en fait. Waouh, je sais pas qu'est-ce qui s'était passé quand la première fois que je l'avais vu, peut-être que je pensais à autre chose, j'avais un souci ou un truc comme ça, ou c'était pas le bon soir, mais là je l'ai revu, et waouh, c'est les effets spéciaux sont géniaux, et les histoires sont vraiment géniales. On est vraiment dans la tradition du film à sketch, comme le sont un peu les Contes de la Crypte, qui était en France à la même époque que la sortie de ce film. C'est vraiment jouissif, mais j'étais encore, comme je vous le répète, épaté par les effets spéciaux. Tout est vraiment, il n'y avait pas en 94 pour ce genre de production, pas d'effets spéciaux en numérique. Tout est en physique, en monstre de latex, en effet de style de caméra pour donner des impressions, tout ça. Enfin, c'est vraiment génial. Il y a un superbe DVD qu'on trouve pour vraiment pas cher. Une superbe édition avec des tonnes de bonus. Il y a un DVD rempli de bonus. On a même un petit livret, c'est toujours agréable, avec qui raconte les histoires des films et qui parle des réalisateurs. Un petit interview des réalisateurs. Franchement, je vous le conseille. Et alors déjà, je le conseille à tout le monde, et je le conseille encore plus aux gens qui sont fans de l'univers de Lovecraft. Vous allez vous régaler. J'ai été étonné, franchement, par l'image. C'est vraiment de la super qualité. Les histoires sont excellentes. C'est super bien filmé. Les effets spéciaux sont géniaux. Je suis ravi d'avoir redécouvert ce film, et ne peux que vous le conseiller. Je crois qu'on trouve le DVD sur internet à 4 €. Franchement, waouh. Génial, je l'aurais peut-être pas revu si j'avais pas fait cette série de vidéos, donc j'en suis ravi. Alors maintenant, on arrive directement en 1995 avec le film des Contes de la Crypte. Donc je me suis dit, il y a les Contes de la Crypte, je vois qu'il y a un film des Contes de la Crypte, et ben je vais le chroniquer pour ces vidéos sur les films à sketch. Sauf qu'il se trouve qu'en fait, le film des Contes de la Crypte, c'est
une histoire, c'est un film. Il n'y a pas de, j'étais persuadé qu'ils auraient fait un film à sketch. Eh ben pas du tout. Donc je vous en parle là juste pour vous dire qu'il y a un film qui existe des Contes de la Crypte qui s'appelle Le Cavalier du Diable en français, mais c'est qu'une seule histoire. Et donc je l'ai quand même regardé, même si au bout d'un moment je me suis aperçu que c'était qu'un film. Au bout de 40 minutes, j'ai dit c'est curieux, l'histoire on est encore presque qu'à son début, ça fait 40 minutes, et en fait je me suis aperçu que c'était qu'une seule histoire. Mais là aussi j'ai été épaté par les effets spéciaux. Bah ouais, il y a des scènes incroyables, notamment une scène où un personnage arrache le bras d'un autre, les maquillages des démons. En fait, c'est une espèce de huis clos dans un bar en plein désert. Ça peut faire penser à Une nuit en enfer, le film de Rodriguez avec scénarisé par Quentin Tarantino, Une nuit en enfer, j'espère que vous l'avez vu. Il y a un petit côté Une nuit en enfer, pareil, un espèce de motel, bar, hôtel en plein désert, infesté après de démons, et les effets spéciaux sont waouh, j'ai été bluffé. Je me disais ouais, quand même ça, quand c'est bien fait, les effets spéciaux ça marche. Le fait de ne pas avoir un personnage ou un monstre en image de synthèse, quelque chose que les acteurs touchent, par exemple quand il arrache le bras à un moment, déjà c'est hyper bien fait, c'est hyper sanglant, c'est hyper waouh, impressionnant, mais on sent que l'acteur il a le bras dans les mains, que le sang sort du bras, enfin, c'est fort, quoi. Quand c'est bien fait. On passe directement à 1998, ça c'était juste pour vous parler d'une série, en fait, une série pareil, qui s'attarde à chaque fois à raconter une petite histoire horrifique. C'est la série Chair de poule. C'est une série canadienne, j'ai appris ça, je ne savais pas. Donc une série canadienne tirée de livres pour enfants, et il se trouve que c'est sur Netflix, et c'est vraiment pas mal. Je trouve que ça garde vraiment l'esprit des Contes de la Crypte. C'est toujours, il y a même des trucs un peu effrayants, sauf que voilà, tous les protagonistes en général sont des enfants, et je vous le conseille, voilà, vu que on peut le voir facilement sur Netflix, Chair de poule, franchement c'est vraiment bien, même si je ne l'ai pas connu étant enfant. Pour moi ce n'est pas une Madeleine de Proust, mais j'apprécie regarder quelques épisodes de temps en temps. Alors de 98, on saute à 2000. Et bien là, pareil, j'ai été surpris par un film à sketch en fait que j'avais vu, peut-être voilà en 2004, 2005. Il est sorti en 2000 au cinéma. Il est sorti en France d'ailleurs au cinéma. Ça s'appelle